j'ai commencé à travailler, comme je suis à la fois philosophe et historienne, j'ai commencé à travailler sous l'impulsion de François Furet, qui à l'époque était directeur de l'école pratique de hautes études, et avec la complicité fort active de quelqu'un qui est une de mes deux idoles. J'ai deux idoles principales, j'ai beaucoup d'autres idoles, mais j'ai deux idoles principales. L'une s'appelle Françoise Héritier, qui est l'auteur notamment de Masculin Féminin 1 et Masculin Féminin 2. L'autre est Michel Perrault. Michel Perrault qui a accepté de suivre cette thèse durant ces longues années et qui m'a orientée dans les différentes bibliothèques pour pouvoir découvrir les écrits, non pas de ces femmes journalistes, car ces femmes journalistes étant d'origine ouvrière, leurs paroles n'étaient pas consignées, mais il a fallu aller chercher les rapports de police pour pouvoir trouver l'origine de cette parole des journalistes féministes. Mais pourtant, dans certaines bibliothèques, et notamment la bibliothèque de l'Arsenal, dans des cartons avec des rubans qui n'avaient jamais été dénoués, j'ai pu retrouver cette première presse féministe qui a commencé dans les années 1830. Donc, grâce à Michel Perrault, j'ai pu achever cette thèse et je vais essayer de la synthétiser très rapidement pour rappeler d'abord une idée constante dans l'histoire des femmes et dans l'histoire des écrits des femmes, qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, à chaque fois les femmes tentent de se mettre dans la brèche de cette révolution. Elles tentent d'essayer d'exprimer leur voix dans les deux sens du terme, et elles essayent d'aller voir les révolutionnaires pour plaider leur cause en disant « nous voulons accéder à la possibilité de pouvoir être des citoyennes à part entière ». Elles l'ont fait ô combien magnifiquement et quelquefois au risque de leur vie, comme on le sait, pendant la Révolution française. Et dès l'aube de la Révolution de 1830, des femmes d'origine ouvrière ont commencé à s'assembler pour essayer de construire une parole qui soit collective et pouvoir s'adresser à ces révolutionnaires pour continuer le travail de leurs sœurs pendant la Révolution française et demander principalement le droit de vote. Alors ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas droit de citer ni dans les manuels scolaires, ni dans les histoires contemporaines, ni même dans l'enseignement universitaire, contrairement à certains autres pays, notamment d'Europe du Nord et des États-Unis, eh bien, ces femmes sont aujourd'hui complètement méconnues. Elles ont décidé de construire et d'édifier un journal. Ce premier journal s'est appelé « L'avenir des femmes ». Je vais rappeler quelques noms qui ne diront rien à personne, si ce n'est à quelques spécialistes qui sont aujourd'hui dans la salle. Je pense particulièrement à Christine Planté, qui doit connaître le nom de Désirée Gay et de Suzanne Voilguin, par exemple. Mais elles sont une bonne soixantaine de femmes d'origine ouvrière à avoir construit ce premier journal qu'elles ont non seulement rédigé, qu'elles ont imprimé, qu'elles ont été distribuées dans les rues de Paris pendant toute la Révolution de 1830. Et ce journal a essaimé en étant aussi distribué dans deux villes de France, la ville de Marseille et la ville de Grenoble. Ce mouvement, qui était donc issu de la classe ouvrière, qui à l'époque était tout à fait naissante, avait été fécondé souterrainement par la pensée utopiste qui était en train de se construire. Et ce mouvement avait été traversé par les théories philosophiques et politiques, notamment d'Étienne Cabet, de Charles Fourier, et aussi de la pensée de Saint-Simon. Et comme on le sait, Saint-Simon va donner naissance à un mouvement philosophique et aussi un mouvement de vie collectif qui va être dirigé par un intellectuel qui se prévalait de cette pensée, qui s'appelait Prosper Enfantin. Et ces femmes avaient connu cette pensée de Saint-Simon, avaient rencontré Prosper Enfantin et
dans cette révolution de 1830, elles vont aller voir les hommes de cette révolution à plusieurs reprises. Elles vont leur donner leur journal qui a existé pendant 5 semaines et demie, très exactement. C'était un journal quotidien qui faisait 5 pages que vous pouvez aller consulter à la bibliothèque de l'Arsenal, qui aujourd'hui est le lieu principal d'ailleurs des écrits des femmes. Il faut remercier cette bibliothèque de l'Arsenal de faire ce travail remarquable de conservation et de possibilité d'accès de toutes ces archives. Ce journal était construit à la fois pour essayer d'articuler une pensée politique uniquement axée sur la citoyenneté. Nous sommes les ménagères de l'État, ne cessait-elle de répéter, et c'est ce qu'elles écrivaient à l'intérieur de ce journal, reprenant ainsi les thèses des femmes révolutionnaires de la Révolution de 1789. Elles demandaient aussi un accès à l'éducation et elles demandaient aussi la possibilité, ça c'est une pensée récurrente dans l'histoire des écrits des femmes et dans l'histoire des journalistes femmes qui vont pouvoir, grâce au biais du journalisme, de pouvoir transmettre au plus grand public leur désir politique. Elles demandaient d'être, c'est une expression qui va revenir vraiment de manière obsédante à l'intérieur des écrits des femmes journalistes, elles demandaient d'être les ménagères de l'État. Alors elles se fondaient sur une réalité économique, c'est que quand les femmes travaillaient, et ces femmes par définition ouvrières, je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'usine, il y avait des ateliers qui devenaient de plus en plus grands et qu'il va falloir attendre les années 1840 pour que les usines commencent à apparaître dans le paysage industriel de l'époque, mais elles travaillaient dans des ateliers. Je rappelle aussi qu'il n'y avait pas de protection du travail, ni de loi du travail. Il n'y avait pas d'horaire de travail. Et je rappelle aussi que les enfants travaillaient et que ces femmes venaient travailler avec leurs enfants. Donc, dans ce journal, elles demandaient aussi une protection du droit du travail. Elles demandaient des horaires de travail. Elles demandaient à ce que le travail des enfants soit interdit. Et elles s'articulaient aussi sur leur demande d'être des ménagères de l'État, sur une réalité économique bien fondée, c'est-à-dire que ces femmes qui travaillaient, qui ne vivaient pas maritalement avec leurs compagnons, car à l'époque, dans la classe qu'on n'appelait pas encore ouvrière, dans cette classe populaire, la classe laborieuse, on l'a nommée, et je voudrais citer d'ailleurs le nom d'un très grand historien aujourd'hui beaucoup trop méconnu qui s'appelait Louis Chevalier et qui a écrit un livre fondamental pour comprendre cette période-là et la cartographier de l'intérieur. Ce livre s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Donc dans ces classes laborieuses, on ne se mariait pas encore. Il va falloir attendre des décennies pour qu'on puisse se marier. Mais toujours est-il que c'était la femme qui gérait l'argent du ménage. Et donc, c'est pour ça qu'elles articulaient cette pensée en disant « Nous sommes les ménagères de notre propre couple, c'est nous qui gérons l'argent du ménage. Le compagnon apportait l'argent et le donnait à sa compagne, et c'était elle qui distribuait et gérait cet argent. » Cette responsabilité économique fondait à l'intérieur de ce journal la nécessité pour elle de s'adresser aux révolutionnaires pour dire « puisque nous sommes responsables économiquement de la gestion de nos ménages, puisque nous sommes celles qui éduquons nos enfants, nous avons 2 bonnes raisons pour vous faire comprendre que nous pouvons accéder aussi à la responsabilité de la citoyenneté. » Elles se basaient aussi sur leurs sœurs révolutionnaires qui, évidemment, avaient insisté tout au long de cette révolution pour dire que dans les droits de l'homme, il ne fallait pas considérer ce mot de « homme » pour le rabattre sur l'identité sexuelle, mais pour y impliquer une universalité. Toujours est-il que ce combat pour ces
droits des femmes pendant cette période de la Révolution de 1830 ne s'est pas soldé par un échec parce qu'il a pu atteindre, je vous dis, 3 grandes agglomérations françaises. Cette pensée a pu atteindre certains milieux politiques tout en n'étant pas répercutée sur le plan concret et pratique, mais elle s'est aussi accompagnée, une fois cette révolution hélas terminée, elle s'est aussi accompagnée d'un mouvement de vie, puisque certaines de ces femmes ont quitté leurs ateliers après cette expérience collective de ce journal et ont suivi ce Prosper Enfantin, saint-simonien, dans une vie collective, d'abord à Paris, une vie communautaire, basée sur le partage du travail, le partage des idées, le partage sexuel. Et ensuite, Enfantin a décidé d'emmener ces femmes dans un désir de trouver la femme messie, puisqu'il croyait à cette possibilité d'une femme messie et d'une femme prophétesse, de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément en Égypte, où il a décidé de continuer cette vie communautaire. Alors cette vie communautaire s'est un peu endeuillée, si j'ose dire, sur le plan idéologique, car Prosper Enfantin a confondu le messianisme féministe avec ses propres idées, je dirais, d'un homme qui soumettait les femmes sur le plan idéologique en les rabattant à des esclaves sexuels. Et la plupart de ces femmes qui étaient des révolutionnaires féministes de 1830, disons les 3/4 de ces femmes sont devenues ces esclaves sexuels. Et certaines de ces femmes sont mortes dans des conditions tragiques dans cette communauté qui s'est édifiée en Égypte, atteintes par des maladies qui les ont fait mourir en pleine jeunesse. Donc cette histoire d'utopie s'est terminée tragiquement, mais certaines ont compris assez rapidement que ce Prosper Enfantin était en train de perdre la tête et de confondre l'utopie avec ses propres désirs et sont partis rejoindre la France. Et on va retrouver certaines de ces femmes dans les mouvements qui ont continué durant cette période qui nous amènera jusqu'en 1848, une période qui était très fervente sur le plan des idées, une période qui va voir aussi, et Christine Planté va en parler tout à l'heure, qui va voir aussi une véritable révolution naître, une révolution mentale, une révolution politique, une révolution idéologique, avec la naissance de la grande presse. Parce que cette période-là, eh bien, vont naître les journaux. Et dans ces journaux vont naître aussi la possibilité pour certaines femmes, et certaines femmes vont être obligées de prendre des noms d'hommes pour pouvoir signer dans les journaux. Eh bien, dans ces journaux, les femmes issues de la moyenne bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie vont commencer à pouvoir transmettre leurs idées d'égalité, leurs idées de leurs compétences, leurs idées sur la littérature, la possibilité de penser le monde. Et donc, dans certains de ces journaux, dirigés par des hommes, mais qui vivaient avec des femmes intellectuelles de très haut niveau, va commencer l'idée d'une compétence et d'une possibilité pour certaines de ces femmes à pouvoir exprimer leur rapport au monde. Donc, dans cette grande presse qui va commencer à forger l'idée d'une opinion publique, dans cette grande presse, ces femmes qui vont être contraintes de prendre des noms d'hommes, certaines femmes vont commencer à écrire. Et quand la première révolution de 1848, celle de février, va commencer à naître, eh bien, certaines de ces femmes qui avaient commencé à écrire dans la première presse de 1830 et qui vont se retrouver indemnes de ces idées communautaires de ce Prosper Enfantin, certaines femmes
vont décider de continuer le combat qu'elles avaient commencé avec ce journal L'Avenir des femmes, pour pouvoir, alors là c'est quelque chose de très passionnant et de très émouvant, pour pouvoir rejoindre des femmes qui, elles, étaient situées sur le plan socio-économique dans la bourgeoisie. Donc le courant populaire, le courant ouvrier, le courant utopiste va rejoindre le courant de cette bourgeoisie qui va construire ce journal qui va s'intituler « La voix des femmes ». Et ce journal va voir à l'intérieur de cette révolution de février 1848, va voir le courant de cette bourgeoisie rejoindre ce courant ouvrier. Et ces deux courants vont se rejoindre pour pouvoir construire un journal qui va être quotidien, qui va être là aussi entièrement rédigé par des femmes, entièrement distribué par les femmes et entièrement construit, articulé par un féminisme qui va de nouveau se battre pour les droits des femmes, je veux dire la revendication politique, la revendication de l'égalité, la revendication de la citoyenneté, la revendication aussi socio-économique. Et ce journal va avoir un certain succès. On peut en avoir certains indices à des tirages qu'on peut retrouver là aussi à la bibliothèque de l'Arsenal. Et ces femmes réunies donc dans ces deux courants socio-économiques vont aller voir ce qu'elles considéraient comme leurs frères et vont aller évidemment porter leurs revendications pour demander le droit de vote. Elles vont être reçues par leurs camarades révolutionnaires et parmi eux, elles vont d'abord aller s'adresser à Lamartine, en qui elles voyaient un homme qui était épris de liberté et qui ne pouvait que les écouter. Ce même Lamartine, d'ailleurs, qui va être très proche de George Sand, mais je pense que Christine va nous parler du compagnonnage entre Lamartine et George Sand, puisque George Sand, comme vous le savez peut-être, va travailler aux côtés de Lamartine et va rédiger certains des discours que Lamartine va prononcer pour l'Assemblée nationale, et en rédigeant, sans le préciser d'ailleurs, en rédigeant anonymement certains des discours les plus fameux de Lamartine, mais Lamartine les a reçus, les a écoutés, leur a fait croire que cette cause tout à fait légitime allait pouvoir être portée à l'attention des autres révolutionnaires, et cette cause ne sera ni entendue, ni même portée à l'attention des autres révolutionnaires lors des cénacles qui vont les réunir. Et lors de la seconde révolution de 1848, qui va se terminer tragiquement, comme vous le savez, lors des journées de juin 1848, ces femmes vont continuer à porter cette parole de la demande du droit de vote pour les femmes, et elles vont se livrer à un jeu plutôt dangereux, mais là, moi je diffère de Michel Perrault, mon idole, et j'ai hâte d'entendre Christine Planté sur ce sujet qu'elle va sans doute aborder. Donc lors de ces journées de juin 1848, ces femmes révolutionnaires, issues donc de ces deux courants, vont comprendre que les enjeux de ces écrits de femmes, par le biais de ce journal, ne portent pas. Elles n'y arrivent pas. Elles voient qu'elles sont écoutées, mais que leurs paroles ne comptent pas. Alors elles vont décider de faire quelque chose sans en avertir la principale intéressée. Je m'explique. Elles vont décider à l'intérieur de leur journal de présenter une femme aux premières élections.
Et cette femme, elles vont décider d'utiliser le journal pour présenter cette femme aux premières élections, c'est-à-dire qu'elles vont publier à l'intérieur de leur journal l'accessibilité pour la première fois dans l'histoire des femmes. Elles vont utiliser ce journal de la voix des femmes pour rendre public le fait que pour la première fois, une femme se présente aux élections. Elles vont imprimer des bulletins de vote, elles vont imprimer à l'intérieur de ce journal des pages entières pour expliquer pourquoi cette femme se présente aux élections. Elles vont faire des in-folios qu'elles vont distribuer dans les rues de Paris pour permettre aux hommes et aux femmes d'aller voter pour cette femme. Vous avez compris que cette femme, c'était George Sand, mais elles ne vont pas prévenir George Sand. Elles ne vont pas la prévenir parce qu'elles pensent que, d'abord, elle va accepter, donc c'est même pas la peine de la prévenir, et d'autre part, parce qu'elles pensent que c'est un vote symbole, c'est un vote, si j'ose dire, doublement universel. George Sand, à l'époque, en 1848, non seulement a rejoint les rangs des hommes révolutionnaires, donc elle pense à juste titre que par définition, George Sand ne peut que les soutenir dans leur cause, en tout cas qu'elle soutient la révolution, et elle pense aussi à juste titre que George Sand ne peut que soutenir le combat de l'accessibilité des femmes à la citoyenneté politique. Alors George Sand, et Christine Planté va s'en expliquer, je pense, de manière beaucoup plus rigoureuse et précise que moi, mais George Sand va être très étonnée et assez fâchée quand elle va découvrir ce journal, et elle va s'expliquer avec ces féministes en leur disant qu'elle refuse de se porter candidate. D'abord, elle ne le peut pas, pour des raisons strictement politiques. Elle ne le peut pas, mais elle aurait pu transgresser. Moi, personnellement, je pense que, et hélas, l'histoire me donne raison, je pense que dans l'histoire des femmes, et dans l'histoire des femmes journalistes plus particulièrement, et dans l'histoire de l'accessibilité du droit de vote, s'il n'y a pas des femmes qui subvertissent le jeu et qui ne s'autorisent que de leur légitimité, eh bien l'histoire des femmes n'avance pas. Mais George Sand ne va pas vouloir transgresser la loi, ça c'est une première chose. Et Michel Perrault, donc je parlais de notre différence, j'ajoute que Michel Perrault est en train de publier, va publier d'ici une dizaine de jours, un livre absolument remarquable qui vous donne les larmes aux yeux, qui est l'histoire d'une femme ouvrière qu'elle a retrouvée dans les archives. Et c'est un livre qui, je pense, va être amené à un très grand succès, qui rentre à l'intérieur de notre désir de voir réhabiliter les écrits de femmes qui sont aujourd'hui méconnus. Ce livre va s'appeler « La mélancolie ouvrière ». C'est un très beau livre où elle retrace l'histoire d'une femme ouvrière complètement méconnue de l'histoire des femmes, et l'histoire des femmes, de ces femmes qui ont tissé notre propre histoire, est complètement méconnue. Et donc Michel Perrault, encore aujourd'hui, on discute toutes les deux, elle me dit « Mais oui, mais elle a eu raison de pas accepter l'histoire de ces féministes qui voulaient la présenter. Elle a eu raison de ne pas vouloir subvertir les lois de ces révolutionnaires. » Moi, je pense qu'elle a eu tort, mais bon, George Sand se basait sur deux raisons. En tout cas, c'est ce qu'elle a écrit. D'abord, ne pas subvertir la loi, la possibilité même pour les femmes de se présenter comme candidates, puisque les femmes n'avaient pas le droit de voter, que ces révolutionnaires n'ont pas inscrit la possibilité pour les femmes de pouvoir voter. Comme vous le savez, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle pour que nous, les femmes, nous ayons la possibilité de voter. Donc je pense que si George Sand avait enfreint la loi, eh bien nous aurions été parmi les premiers en France à obtenir le droit de vote, tandis que quand ce droit de vote nous a été enfin donné,
comme ça, enfin, avec des gants, par le général de Gaulle, nous sommes retrouvés parmi les derniers pays européens à avoir la possibilité de voter, nous les femmes. Donc pour terminer et pour expliquer les raisons pour lesquelles George Sand, en tant que femme, en tant que journaliste, en tant qu'intellectuelle, en tant qu'écrivaine, n'a pas souhaité se présenter à la candidature, elle s'est basée sur l'impossibilité juridique et politique, mais elle s'est basée aussi sur quelque chose de très intéressant et de très passionnant qui recouvre un des combats féministes et aussi intellectuels de toute l'histoire des femmes du XIXe siècle, sur lequel vous allez revenir tout au long de cette journée. Et j'aurai grand plaisir à entendre parler de Marguerite Durand, d'Hubertine Auclair et de toutes ces femmes qui tissent notre compagnonnage jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une histoire des femmes très, très vivante. George Sand expliquait et a expliqué à ces féministes, à Eugénie Niboyer, à toutes ces femmes, et à Suzanne Voilquin, dont je citais le nom, qui était dans la première presse féminine, féministe, mais qui a rejoint aussi le combat de la voix des femmes beaucoup plus tard. George Sand a écrit des articles très passionnants pour dire, excusez-moi, je parle trop, pour dire, nous les femmes, nous devons, avant d'être des citoyennes, nous battre pour pouvoir obtenir le droit à l'éducation. Pourquoi ? Parce que si nous n'obtenons pas d'abord ce droit à l'éducation, nous allons être considérés par les hommes politiques comme des sous-hommes. C'est-à-dire notre parole dans l'espace et dans l'arène du politique ne sera pas légitime parce que nous n'avons pas encore le droit à l'éducation. Et donc, la possibilité pour les femmes d'exister dans l'arène du politique, c'est pas d'abord le droit de vote, c'est d'abord le droit à l'éducation, qui n'était pas un droit, qui n'était pas encore une possibilité pour les femmes. Donc, battons-nous d'abord, introduisons des priorités à l'intérieur du droit des femmes, de l'universalité du droit des femmes, et battons-nous pour que les petites filles, puis les jeunes filles, puissent avoir la possibilité, comme les petits garçons, d'aller à l'école primaire, ensuite d'aller à l'école secondaire, ensuite à l'université, et quand ces droits seront enfin obtenus, alors, à ce moment-là, nous pourrons, nous les femmes, dans cette universelle de cette déclaration des droits de l'homme, prétendre à nous présenter à des élections, prétendre à devenir des citoyennes à part entière. Je vais laisser la parole à Christine Planté pour pouvoir continuer la discussion. Moi, personnellement, je pense que l'histoire des femmes se fait par des césures. Je pense et je constate, en tant qu'historienne, qu'à chaque fois qu'il y a révolution, 1789, 1830, les deux révolutions de 1848, ensuite il y aura la Commune, à chaque fois qu'il y a une brèche dans l'histoire politique, à chaque fois les femmes parlent haut et fort, à chaque fois elles écrivent, à chaque fois elles disent leur rapport au monde, à chaque fois elles disent leur révolte et leur indignation de ne pas être considérées comme des citoyennes à part entière. Et je pense que ces révolutions ont aidé à rendre audible l'histoire et la compétence et la légitimité des femmes à s'inscrire dans le politique, pas dans la politique, mais dans le politique, et que cette histoire des femmes, à chaque révolution, s'augmente d'une légitimité, d'une force et d'une solidarité. Et j'espère et je souhaite que dans les manuels scolaires, toutes ces femmes, dont beaucoup aujourd'hui nous sont inconnues, à nous, aussi bien les hommes que les femmes, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes féministes qui partagent ce combat pour la reconnaissance de ces femmes qui ont écrit leur rapport au monde et qui nous ont renforcés dans l'idée d'une égalité qui reste encore aujourd'hui
à combattre et à rendre légitime, eh bien, je pense que ça commence par les manuels scolaires et que la première chose, c'est d'inscrire dans les manuels scolaires aujourd'hui le nom de ces femmes, le combat de ces femmes à travers l'histoire de ces écrits de femmes qui restent aujourd'hui totalement inconnus. Merci beaucoup.